toutes et à tous et bienvenue dans Génération Laudato Si, l'émission qui vous donne des clés cadeaux pour décrypter les enjeux de la crise écologique. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on est en ce moment dans le temps pour la création, un moment institué en 1999 par les chrétiens, protestants, orthodoxes et catholiques pour prier particulièrement pour la planète qui souffre et puis pour redire notre rôle de gardien de la création comme chrétiens. Mais comment prendre soin de notre maison commune qui brûle, comme nous le dit le pape François? Comment agir à notre échelle individuelle et puis collective? Eh bien, pour essayer de le comprendre, je vous emmène aujourd'hui dans les territoires d'outre-mer, à La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, pour le comprendre. Vous allez voir que là-bas, protéger la maison commune, c'est à la fois un défi du quotidien, mais c'est aussi à la portée de tous. C'est parti. Nous le savons, nous en entendons parler quotidiennement dans l'actualité. Notre maison commune brûle. Dans son encyclique Laudato Si en 2015, puis dans son texte Laudate Deum en 2023, le pape François nous parle de la clameur de la terre et de la clameur des pauvres. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vous propose d'aller tout de suite sur le terrain pour comprendre comment la crise climatique impacte nos sols, nos habitats, les animaux et les plantes que nous avons dans notre quotidien. Et nous allons partir pour un site exceptionnel, l'étang de Saint-Paul, sur l'île de la Réunion. C'est une zone humide littorale de plus de 400 hectares avec des dizaines d'espèces protégées, des hérons, des caméléons et même des oiseaux migrateurs. Malheureusement, l'explosion urbaine autour de l'étang, mais aussi la pression sur les réserves en eau et la pollution menacent l'exceptionnelle biodiversité de ce site. Alors sur place, les équipes de la réserve naturelle travaillent d'arrache-pied pour sensibiliser le public et essayer de protéger l'étang. Regardez ce reportage d'Alexandre Timard. Sur la côte ouest de La Réunion se trouve un des plus bels espaces naturels de l'île, l'étang de Saint-Paul. Le site est alimenté d'eau douce venant des versants. Il s'étend sur 485 hectares et rejoint la mer. Giovanni est le directeur adjoint. Accompagné de Fanny, il nous emmène dans une zone peu connue du public. Grâce au travail du naturaliste réunionnais Thérésien Cadet, l'étang est devenu réserve naturelle en 2008. Un écosystème remarquable avec ses espèces indigènes, celles qui existaient bien avant l'arrivée des premiers colons. Elle a d'exceptionnel le fait qu'elle va accueillir des plantes typiques des zones humides et notamment indigènes, comme par exemple ce que nous retrouvons autour de nous sur la prairie humide de Savannah. On va également retrouver une faune particulière, notamment des oiseaux d'eau comme la poule d'eau ou le héron. Et on pourra voir aussi de temps en temps des papangs, ainsi que des oiseaux migrateurs ou des oiseaux limicoles. L'espace est vital pour la survie de toutes ces espèces. C'est pourquoi le site a été classé zone humide d'importance internationale par la Convention Ramsar depuis 2019. Un traité international qui a pour but de préserver ces zones humides. L'étang Saint-Paul, c'est la plus grande zone humide littorale protégée des Mascareignes. Nous avons 3 obligations. La première, c'est celle de protéger l'espace en faisant respecter la réglementation. Ensuite, nous avons une deuxième mission qui consiste à gérer l'espace, c'est-à-dire faire des inventaires écologiques, par exemple, entretenir les infrastructures. Et ensuite, troisième mission qui consiste à sensibiliser les différents publics, les jeunes et les moins jeunes. Donc là, nous allons rejoindre Fanny, notre chargée de mission scientifique, qui est dans une opération de lutte contre une espèce exotique envahissante, donc Sesbania bispinosa. Ou les épinards, alors comment tu... Là, ça va être compliqué. Ça va être difficile. Ouais. Difficile car la plante envahissante a pris racine en profondeur. Le rôle de Fanny, cette ingénieure en agronomie et en environnement, consiste à étudier la faune et la flore. Mais en tant que gardienne de la zone humide, elle doit aussi veiller à la préserver de toute menace qui viendrait fragiliser son écosystème. Donc on va venir arracher des espèces exotiques envahissantes qui prennent le dessus sur les espèces indigènes qu'on veut garder justement sur ce milieu. C'est important de préserver ce site exceptionnel sur lequel nous sommes aujourd'hui parce que cette prairie va jouer un rôle pour nous, globalement, de la sauvegarde de la ressource en eau. En termes de qualité déjà, puisque sur cette prairie, il va y avoir des espèces végétales qui vont filtrer les eaux, donc les libérer de leurs polluants. Et en termes de quantité également, puisque cette prairie va nous permettre de recharger les nappes phréatiques, ce qui va être très important pour la saison sèche qui va arriver derrière. Un rempart contre la sécheresse, mais également contre les précipitations et les inondations. Pour la chercheuse, travailler sur la réserve est un réel engagement. C'est un trésor qu'on doit préserver, dont il faut prendre soin, qu'il faut chérir en fait. Et pour moi, préserver, garder tout ça, c'est aussi aimer. Et pour aimer, il faut connaître. Faire connaître ce trésor de biodiversité, c'est une des missions de la police environnementale.
Nous sommes sur le site du Moulin à eau situé au cœur de la réserve naturelle de l'étang de Saint-Paul. Une aire de loisirs très appréciée des Réunionnais et des touristes. Pour conserver cet espace dans son équilibre fragile, la police environnementale veille à ce que les usagers aient un comportement éco-citoyen. Lorsqu'on dit protéger, ça signifie que nos services de police vont sensibiliser la population dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, lorsque cela ne suffit pas, il faudra faire une méthode plus forte. Donc on va verbaliser, ça peut être une amende, voire parfois ça peut aller jusqu'à de l'emprisonnement. Pour sensibiliser la population, rien de mieux que de le faire auprès des plus jeunes. C'est de jeter là où on peut la voir. En l'eau, super. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est quel côté qui ressort de l'eau? La crête. La crête, c'est comme un petit voilier pour qu'en fait il y ait une prise au vent et qu'elle puisse faire plus de distance. Toute l'année, Océane et Alexandre, animateurs de la réserve naturelle, transmettent avec passion leurs connaissances aux enfants. On va se balader tout simplement dans les sentiers et on va observer les oiseaux, les insectes, la végétation et voir toute cette nature se déployer et comment ils vivent en harmonie entre eux. Et tout simplement s'émerveiller de tout ça. Ils sont toujours très curieux. On sent cette envie d'être justement les gardiens de la nature, de vouloir préserver tout ça. Une fois qu'ils ont quelques informations, ils sont tout de suite émerveillés, comprennent beaucoup plus les choses et ils ont envie de le transmettre. Après une visite de 2 heures sur la réserve à analyser, scruter insectes et plantes, ces enfants sont devenus des experts en environnement et sont quasiment incollables sur l'intérêt de préserver la réserve. J'ai vu des plantes, j'ai vu des animaux et j'ai appris qu'ils vivaient en harmonie et qu'ils sont fragiles et qu'il faut les protéger. La nature nous donne l'eau, la nourriture, l'oxygène, tout ce qu'il faut pour vivre. C'est important pour nous de sensibiliser les jeunes publics dès le plus jeune âge. Pourquoi? Dès qu'ils seront en connexion avec la nature, ils pourront par la suite devenir les meilleurs ambassadeurs pour la protection de la biodiversité réunionnaise. Tu disais que tout à l'heure on pouvait tresser, mais on peut tresser quoi avec la massette? Bientôt, la réserve naturelle fêtera ses 15 ans. Le travail acharné des équipes a permis de sauvegarder cet écosystème exceptionnel, mais les menaces sont encore présentes. Prochain défi pour les années à venir, mobiliser le maximum d'acteurs de l'île, qu'ils soient économiques ou politiques, pour continuer à protéger la réserve. On le voit bien avec ce reportage, notre environnement est fragile, nos écosystèmes sont attaqués de toutes parts. Alors, quelques chiffres pour se rendre compte. Chaque année, ce sont 100 000 km² de forêts qui disparaissent de la surface de la Terre. 87% des zones humides de notre planète ont déjà disparu. Concernant les animaux, ce sont 70% des animaux sauvages qui ont disparu en 50 ans, et puis un quart des oiseaux d'Europe qui ont également disparu de notre continent depuis les années 1980. Alors vous, je ne sais pas comment vous percevez ces chiffres, mais moi je les trouve particulièrement alarmants. Et vous vous demandez peut-être quelle est la cause ou les causes de la destruction du vivant. Eh bien, on note 5 causes liées directement à notre activité humaine. Si vous avez un peu de temps, restez avec moi. Première cause, eh bien, ce sont nos énergies fossiles. Le pétrole, le gaz, le charbon. Notre consommation massive de ces énergies depuis le 19e siècle fait que nous avons libéré de plus en plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qui est responsable du réchauffement climatique. Deuxième cause, l'artificialisation et la destruction des milieux naturels liés par exemple à notre agriculture intensive. Troisième cause, la pollution des sols, des océans, des mers, l'introduction aussi d'espèces naturelles envahissantes sur tous les continents de la planète. Et enfin, cinquième cause de la destruction du vivant, la surexploitation des ressources naturelles, par exemple à travers la pêche intensive. Dans son encyclique Laudato Si, le pape François affirme que c'est notre anthropocentrisme dévié qui est à la cause de ces comportements humains délétères. Autrement dit, anthropocentrisme dévié, c'est la propension de l'homme à se mettre au centre, à se faire, je le cite, le maître parfois tyrannique de la création. En d'autres mots, nous prenons la Terre comme une ressource à exploiter et non pas à garder ou à protéger. François dénonce aussi le paradigme technocratique ou le tout technologique qui a envahi chacune de nos vies. Alors, face à cette situation très préoccupante, que pouvons-nous faire? Quel rôle constructif pouvons-nous avoir dans nos vies personnelles et puis collectivement? Eh bien, un homme a une réponse pour vous, il s'appelle Arnaud, il vient de Guyane et c'est un passionné de nature. Arnaud a choisi de mettre ses compétences professionnelles au service de la faune et de la flore du parc national de Guyane. Regardez ce magnifique portrait de Frédéric Jakovlev et Frédéric Fusilier.
Je m'appelle Arnaud, je suis technicien écologie et éducation à l'environnement au Parc national de Guyane. Je ne suis pas né ici, j'ai grandi en Alsace, mais du côté maternel, mon grand-père est créole guyanais. Petit, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui aimaient bien la nature aussi, donc on allait faire des petites balades. J'ai pu aller skier, j'ai adoré faire de l'escalade. J'ai décidé de faire mon stage de fin d'IUT chimie en Guyane. Et donc c'est comme ça que j'ai déménagé fin 2011 en Guyane et que je suis venu m'installer ici. Maintenant, je vis à Camopi, dans un village amérindien. J'ai ce qu'on appelle un carbet, ces petites maisons en bois. Le confort, il est assez relatif. J'ai des panneaux solaires, batterie, pas d'eau chaude. On s'y habitue, on s'y fait. Chaque matin, quand je vais au travail, j'y vais en pirogue. Voilà, c'est un peu la particularité de Camopi. Il n'y a pas de route, c'est que des fleuves. Donc je prends la pirogue et j'arrive ici au bourg, au bureau, où je dois préparer les missions de terrain. Donc globalement, je fais tout ce qui est suivi de faune, de flore. On est amené à partir parfois 3 semaines de mission. Et là, on se retrouve souvent en autonomie. La partie que je considère la plus intéressante de mon travail, c'est là, en nature. Regarder les animaux, à faire du suivi de tortues, loutres et tapirs. Typiquement, voilà, sur les rochers où on cherche des preuves de passage des loutres, par exemple, avec des marquages, des restes de repas. Après, on a aussi les gros problèmes de pollution, notamment avec l'orpaillage illégal qui pollue l'eau au mercure. Mais rien qu'avec ça, on peut savoir si une eau, typiquement, elle est orpaillée, pas orpaillée. Et en tout cas, plus l'eau elle est foncée, souvent il y a moins d'oxygène, moins de poissons. Et après, qui dit moins de poissons, pour la population, c'est compliqué, mais aussi après pour d'autres espèces comme les loutres géantes, qui vivent en fait de ça. Et donc voilà, ça me permet aussi d'avoir un suivi entre des secteurs comme ici qui ne sont pas pollués et des secteurs sur la Haute-Camopi qui, eux, sont malheureusement impactés par l'orpaillage illégal. Les Amérindiens sont un peu ce qu'on appelle animistes, en fait. C'est des personnes qui sont très proches de la nature, qui ont des croyances, des esprits, de l'eau, de la forêt, des animaux. Moi, je ne suis pas forcément très proche de leurs croyances, mais je pense clairement que la nature a une espèce d'âme. Je pense qu'il y a une vie dans la forêt, il y a cette vie qui existe. Même si on n'arrive pas à la voir, on peut parfois la sentir, on peut la ressentir. Et c'est quelque chose qui fait un petit peu écho en moi. La forêt amazonienne, c'est dense, c'est riche en biodiversité. Et en fait, faisons attention, quoi, parce que c'est fragile. Moi, je vois ici, les habitants vivent de la chasse, de la pêche. S'ils n'ont plus ça, c'est compliqué. C'est leur alimentation, mais c'est aussi tout un pan de leur vie qui disparaît. Donc, faisons attention et découvrons la nature pour justement avoir envie de la préserver et de savoir pourquoi on veut la préserver. Eh bien, merci à Arnaud pour son très bel exemple d'engagement. Alors bien sûr, on n'est pas tous appelés à être des scientifiques ou des techniciens comme lui. Par contre, on est tous appelés à être des gardiens ou des gardiennes de la création. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Bien, pour commencer, nous pouvons déjà essayer d'ouvrir nos yeux et d'apprendre à contempler notre maison commune. Cette expression, elle vient de l'encyclique Laudato Si du pape François en 2015. Le pape François a d'ailleurs des très jolis mots pour parler de cette maison commune. Je le cite, il dit que c'est un splendide livre dans lequel Dieu nous parle. Il dit aussi que le sol, l'eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. Pape François nous dit encore, le monde est plus qu'un problème à résoudre, il est un mystère joyeux que nous contemplons dans la joie et la louange. Et le pape François mentionne enfin la figure de Saint François d'Assise qui est évidemment très chère à son cœur. Alors, une fois enraciné dans la gratitude, eh bien, le pape nous propose de faire un pas de plus, d'aller un peu plus loin. C'est ce que je vous propose aujourd'hui qu'on fasse ensemble. Il nous appelle à passer à l'action dans notre quotidien par des petits gestes ou par des actions politiques ou à travers même nos engagements collectifs. Eh bien, justement, je vous emmène à la Martinique pour faire la rencontre de Franz. Il a été ouvrier dans le bâtiment pendant 20 ans. Aujourd'hui, la nature lui a fait prendre une grande décision, tout quitter pour se lancer dans l'agroécologie, une façon de cultiver la terre en imitant la nature.
Un changement très radical, vous allez le voir, pour se mettre à l'écoute de la clameur de la terre, comme nous y invite le pape, et y répondre de façon responsable et durable. Regardez ce très beau reportage de Florence Treuil et de Nicolas Caclin. Alors ici, nous sommes effectivement dans mon jardin. Ce jardin qui a une surface à peu près de 3 hectares. Un jardin, pas une exploitation. Franz s'y tient. Pourtant, il y travaille seul, 10 à 12 heures par jour depuis plus de 20 ans. Une véritable passion dont il a fait son métier en 2000, à l'âge de 35 ans. L'amour de l'agriculture, je l'ai eu depuis mon jeune âge. J'ai un parcours dans le bâtiment pendant 20 ans et je crois que la terre m'appelait. C'est que l'agriculture me plaisait plus que le BTP. Moi, c'était quelque chose que je voulais m'exprimer dedans. Je voulais exprimer ce savoir que notamment les anciens m'avaient déjà en grande partie inculqué. Des anciens qu'il est allé rencontrer en Martinique, mais aussi en Guadeloupe ou encore à La Réunion. Franz a beaucoup voyagé à la recherche de modèles d'agriculture respectueux de l'environnement. Il découvre alors l'agroécologie, une façon de cultiver la terre en imitant la nature. Mandarines, sapotilles, noix de coco, cultiver était un choix de vie réfléchi, aujourd'hui essentiel à son bien-être. Je pourrais dire que à chaque fois que je pars de chez moi pour venir travailler, je pars en chantant. C'est un engagement avec la nature et c'est faire comme la nature nous le montre. Ma bataille, c'est tout simplement le peu de temps que je passe sur cette terre, de laisser quelque chose de positif. Déjà avec la nature et ensuite pour l'être humain. Comme vous voyez, nous sommes sur le bord d'une trace. On ne pourra pas systématiquement faire une plantation en pleine terre. Mais par contre, il y a un espace. Chaque année, Franz forme des stagiaires qui passent un diplôme d'exploitant agricole. Et aujourd'hui, on va, dans le cadre de cette culture, on va valoriser cet espace en faisant des bacs de permaculture. La nature ne laisse pas d'espace vide. Il illustre ce principe en leur faisant découvrir les bacs dits en lasagne. Nous allons commencer effectivement à confectionner ce bac en permaculture. Alors, pour vous, normalement, on commence par quoi? Par le carbone. Par le carbone, effectivement. Grâce à ce principe de couches successives de bois et de feuilles vertes, tout ce qui pourrait être considéré comme un déchet est ici valorisé. Une contribution pour la culture de ces futures tomates. On utilise tout ce qu'on trouve sur l'exploitation et je ne pensais pas qu'on pouvait le faire parce que je réfléchissais comment faire justement parce que là, il n'a pas de fumier, il n'a pas de tiro, tout il a trouvé ici. Ce qui veut dire le tiro, au lieu de l'acheter, on l'a trouvé ici, dans les anciens bacs. Franz apporte un enseignement technique mais aussi philosophique. Le métier d'agriculteur impose des sacrifices. Il faut alors être passionné pour ne pas perdre la motivation et l'envie de cultiver. Le maître mot, c'est aimer ce que nous faisons. Ce que nous faisons, c'est de toute façon, la nature, normalement, te donne tellement de choses que ça te permet en quelque sorte d'être résilient, de devenir quelqu'un de résilient. Et la résilience, on en a besoin aujourd'hui pour pratiquer ce métier. Chez M. Fonrose, il y a quelque chose qui nous booste, qui nous embaume pour pouvoir aller plus loin et qui, c'est pas seulement nous donner une conscience de l'exercice de ce métier, c'est nous dire qu'il y a tellement d'amour à donner à travers l'agriculture. Comme il dit assez souvent, on ne cultive pas pour remplir son ventre, on cultive pour se nourrir. Un engagement que Franz veut transmettre à Pierrette et Chrislène. Toutes deux veulent faire du zéro chlordécone, zéro pesticides. Au-delà de la gestion entrepreneuriale, elles devront faire face aux changements climatiques, les saisons changeantes, les cyclones ou encore les variations de température. Une nécessité s'impose, s'adapter. Adapter sa culture, adapter les plants aussi que nous allons utiliser.
Je crois qu'il faut revenir de plus en plus à une plantation rustique, puisque ce sont des plants qui résistent très bien à des conditions difficiles climatiques. C'est beau de voir comme Franz aime sa terre, comme il en prend soin, comme il la respecte. Et en plus, il a mûrement réfléchi son projet, il a voyagé, il a vraiment essayé de comprendre en fait ce à quoi il était appelé. C'est un bel exemple, quelque part, engagé et réfléchi d'un changement radical de vie auquel on est tous et toutes appelés. Mais alors comment, comme Franz, on peut bouleverser nos habitudes? Comment est-ce qu'on peut tenir notre engagement écologique dans la durée? On le sait, hein, tout ça peut nous faire peur, ça peut nous paralyser, on peut avoir la tentation de faire l'autruche, ou bien au contraire, on peut avoir la tentation de mettre un petit vernis vert sur notre vie quotidienne sans avoir un engagement vraiment radical. Or, comme chrétiens, comme gardiens et gardiennes de la création, on est quand même appelés à faire un pas de plus. On est appelés à changer nos vies en profondeur, individuellement, mais aussi collectivement. Cette radicalité, vous avez peut-être l'impression qu'elle est réservée à des super militants. Eh bien non. Être radical, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Qu'est-ce que ça veut dire radical? C'est revenir à la racine. À la fois, on pourrait se dire revenir à la racine de la crise écologique. Quelles sont les grandes causes qui font qu'on est confronté à cette crise, mais aussi revenir à la racine de notre joie. En fait, c'est ce que le pape Jean-Paul II et le pape François, après lui, appellent une conversion écologique. Je vous propose de voir maintenant dans ce reportage que cette conversion écologique, elle est ni contraignante ni austère. Dans son encyclique Laudato Si, le pape François nous dit « La conversion écologique conduit le croyant à développer sa créativité et son enthousiasme pour affronter les drames du monde en s'offrant à Dieu comme un sacrifice vivant, sain et agréable. » Créativité, enthousiasme, c'est ce qui correspond bien à Judicaël, un jeune cultivateur de vanille que nous avons rencontré à Saint-Philippe, à La Réunion. Judicaël nous explique à quel point sa foi et sa mission de gardien de la création sont intimement liées. Regardez. Ça aurait été bon pour descendre, faire descendre, boucler. Mais comme là, la pluie est un peu défaut, elle est un peu sec, il faut mieux laisser. À la base, j'ai fait des formations vente et de la menuiserie soudure avant dans mon passé. Et je ne pensais pas que je faisais de l'agriculture aujourd'hui. J'ai commencé à partir de 23 ans à cultiver de la vanille avec mon beau-père. Donc c'était là que tout a commencé. Donc c'est grâce à lui si aujourd'hui je suis dans ce métier. Au début, c'était difficile parce qu'il y avait ce changement de métier à l'autre. Et vu mon métier d'aujourd'hui, je vois que je reviens dans le milieu agricole que mon grand-père faisait et cultivait le géranium. Donc pour moi, il n'y a pas de hasard en fait. Pas encore prêt à enlever, mais on peut voir que ça commence à changer de couleur. Judicaël avait envie de découverte, mais c'est surtout qu'il voulait trop vite passer aux étapes supérieures. Voilà, donc il fallait vraiment canaliser pour que, étape après étape, pour mieux comprendre finalement la vanille. Ça apaise, en fait, la vanille. Ça m'aide à vivre ma spiritualité dans ma vie de famille, dans ma vie de tous les jours. Voilà la fleur. Donc là, elle s'est refermée. Hein. Après, il faudra l'ouvrir en deux. C'est un esclave de 12 ans qui a trouvé ça en 1841. Il a eu ce don-là. Aujourd'hui, je suis ouvrier agricole et je fais des visites guidées sur l'exploitation familiale. Donc là, on explique comment la vanille est produite, plantée, fécondée, transformée, séchée. En ce moment, c'est la saison de fleurs. Et pour avoir les gousses de vanille, il faut féconder les fleurs. Et pour féconder les fleurs, chaque fleur, il faut polliniser tous les matins. Parce que chaque fleur ne dure qu'une journée. Pour moi, c'est la main du Seigneur, en fait, qui nous donne ce sens à polliniser, à féconder les fleurs pour avoir la gousse. Pour moi, c'est comme si je donne à la vie, en fait. C'est comme un enfant, c'est comme un bébé, parce qu'il faut récolter la gousse 9 mois après. Pour moi, c'est le Seigneur là dans nous des mains pour féconder les fleurs, pour créer la gousse. Pour moi, il participe à la création du Seigneur. Ouais. Je souhaite que cette culture de vanille, au fait, soit toujours en ligne de mire pour les jeunes. Et j'espère que les jeunes
planteront toujours la vanille, nos enfants. J'espère que moi-même aussi continuera à faire ce métier-là. C'est un beau métier et c'est un patrimoine de l'île de la Réunion. Donc il faut qu'on ait conscience de ce qu'on a comme cadeau. Le Seigneur m'a donné des mains pour féconder les gousses de vanille et participer à sa création. On peut que être touché devant ce témoignage de Judicaël, de ce jeune Réunionnais qui se vit comme un co-créateur. On est en fait là face à un mystère qui est incroyable. C'est Dieu qui s'efface pour nous laisser le soin de poursuivre sa création. Dieu qui a confiance en nos intelligences, qui a confiance en notre capacité de garder nous-mêmes sa maison commune. Alors, pour terminer cet épisode de Génération Laudato Si, eh bien, je voudrais vous relire la célèbre prière de saint François d'Assise, le cantique de Frère Soleil qui a inspiré l'encyclique Laudato Si du pape François. Une prière très simple, mais extrêmement profonde, qui nous fait rentrer dans la louange de la création, la louange de Dieu et la louange de toute l'humanité. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire, Frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. Et plus loin, il écrit « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Frère Vent, et pour l'air et pour les nuages, pour l'azur calme et tous les temps. Grâce à eux, tu maintiens en vie toutes les créatures. Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur Eau, qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. » Eh bien, merci beaucoup à chacune et chacun d'entre vous d'avoir été avec nous pour cet épisode spécial du temps de la création. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Génération Laudato Si.